un très bel atelier avec des orateurs de prestige, de grand talent. Mais j'ai l'intime honneur de présider cet atelier avec le professeur Bernard Roch, qui fait de la dictologie, ne connaît pas le professeur Bernard Roch, quitte la salle, n'est-ce pas? Donc je vais évidemment lutter contre ma nature et lui laisser la parole tout de suite. Bon, c'est un plaisir de co-chairer cette session avec le professeur Benyamina. On a toute une série de contributions. La première est... Je vais finir par la retrouver. C'est Marie Geoffrey. Elle est en face de toi. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait des économies dans le programme, là. C'est tout collé. C'est Marie Geoffrey Rousside. Voilà, ben, tu vas la présenter parce que je ne vois pas où est le truc. Alors, on va y aller. Allez, c'est Marie Geoffrey Rousside qui va nous parler des représentations, tu vois, sociales. Oui, des représentations sociales des Français ou en politique, non, ou politique publique. En politique publique et la régulation des usages. Tu n'as pas changé de titre? Divorce. Ça, c'est bien vrai. Voilà. Merci. Je t'en prie, on va te laisser. Viens ici. Merci beaucoup. Tu seras mieux. Oui, c'est tout ça. Tout est prêt. Vous pouvez rester là. Hein. Oui, ben, je vais rester là. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de THS de m'avoir donné la possibilité donc, de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, c'est une présentation que j'ai préparée avec deux collègues, David Martin-Milot, qui est chercheur au Québec, à Montréal, et Stanislas Spilka, qui est chercheur à l'OFDT. Alors, tout d'abord, quelques éléments de cadrage sur les modes de régulation du cannabis. Donc, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, donc on voit qu'en Europe, aujourd'hui, on a des modes de régulation très variés. Donc les Pays-Bas, qui sont souvent cités en exemple, et qui, contrairement à ce qui est souvent avancé, ne sont pas un pays qui a légalisé le cannabis, mais par contre, c'est un pays qui a mis en place un système de tolérance par rapport à la vente, sans permettre toutefois la production de cannabis. Et en fait, le modèle qui a été choisi par les Pays-Bas est un modèle en fait qui porte sur la question de l'acceptation de risques acceptables versus des risques non acceptables. C'est-à-dire que dans les années 70, le gouvernement des Pays-Bas s'est inquiété de l'augmentation de la consommation de différentes drogues dans la jeunesse néerlandaise, et donc ils ont choisi donc de mettre en place une tolérance vis-à-vis de la consommation de cannabis, parce que ce qu'ils appelaient à l'époque les drogues douces, enfin dites douces, étaient perçues comme étant un risque plus acceptable à prendre comparé avec la consommation de tabac et d'alcool versus d'autres drogues comme l'héroïne ou la cocaïne pour lesquelles, pour le gouvernement, le risque n'était pas acceptable. Alors on a un autre exemple en Europe de modèle d'ouverture donc qui existe en Espagne, là où la vente est interdite, mais par contre la production et la consommation sont autorisées, avec par exemple le modèle des Cannabis Social Club, avec une approche bottom-up. Et donc sur ces modes de régulation du cannabis en Europe, je vous invite à consulter l'excellent article donc, qui vient de paraître de Anne Philibert et Franck Zobel, qui est paru récemment au Sociographe, où ils font des études de cas extrêmement intéressantes sur cette question-là. Alors au-delà de ce qui se passe en Europe, comme vous le savez, on va beaucoup en parler dans le cadre de THS, on a également un mouvement vers la légalisation du cannabis qui s'amplifie donc de plus en plus au niveau international. En France, en revanche, donc on a un modèle qui, lui, se caractérise par un modèle qui est toujours centré sur la prohibition pour l'usage dit récréatif de cannabis, avec la loi du 31 décembre 1970, le principe de l'amende forfaitaire délictueuse qui a été mis en place en 2018. Et là, sur cette question-là, je vous invite à lire donc l'article d'Ivana Obradovic et de Virginie Gautron, donc qui est paru dans la revue Délibéré 2018, où donc il y a une analyse très intéressante des différents modes de régulation du cannabis qui permettent d'y voir plus clair et d'aller au-delà de la question des stéréotypes sur ces questions-là. Et puis en France, une décision importante qui a été prise en 2019 par la NSM, c'est l'expérimentation du cannabis à usage médical. Alors maintenant, je vais vous présenter d'abord quelques données de cadrage sur la question des consommations, donc qui sont des données produites par l'OFDT, et ensuite je passerai à la question des représentations sociales.
Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, hein, la France se distingue par un niveau de une consommation de cannabis chez les jeunes de 16 ans qui est le plus élevé en Europe. Donc là, vous voyez, on voit donc sur cette carte, donc plus le pays est foncé, plus le niveau de consommation est élevé. Et donc, on voit que la France se distingue des autres pays européens. Alors ensuite, sur cette diapositive, j'ai choisi de vous montrer en fait la manière dont l'OFDT, donc à partir des données du baromètre santé, d'Escapade et de l'enquête en classe, a pu estimer donc la part à la fois des expérimentateurs de différentes drogues et ensuite la part des usagers réguliers. Et donc ce qu'on voit, c'est que les trois drogues qui sont le plus consommées en France donc, sont l'alcool, le tabac et le cannabis, hein, comme on peut le voir en haut. Les niveaux d'expérimentation sont sans commune mesure, sont difficilement comparables avec les niveaux, par exemple, de consommation de cocaïne, d'ecstasy ou d'héroïne. Mais ce qui est intéressant pour le cannabis, quand on compare à l'alcool et le tabac, c'est que la différence entre le niveau d'expérimentation et l'usage régulier ou problématique est beaucoup plus bas pour le cannabis que pour les autres produits comme le tabac ou comme l'alcool. Alors ensuite, là il s'agit de données du baromètre santé 2017, donc les données du baromètre les plus récentes qui ont été exploitées par l'OFDT. Et là, donc, sur ces graphiques, on voit donc la proportion d'usagers dans l'année, d'usagers réguliers de cannabis par sexe et par groupe d'âge. Et la première chose qu'on voit, c'est déjà qu'il y a des différences importantes entre les niveaux de consommation chez les hommes et chez les femmes, tant pour l'usage actuel que pour l'usage régulier. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction des générations, les niveaux ne sont pas les mêmes. Et donc, on voit que pour la génération des 18-25 ans, tant chez les hommes que chez les femmes, et tant pour l'usage actuel que pour l'usage régulier, les niveaux de consommation sont plus élevés, hein, jusqu'à 35% pour l'usage actuel chez les 18-25 ans. Et donc, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans les années qui viennent, la prévalence de l'expérimentation et de la consommation de cannabis va tenter à augmenter puisque les générations les plus jeunes consomment plus de cannabis que les générations plus âgées. Et donc, cet usage, le fait que ces nouvelles générations consomment plus fait qu'on va avoir des prévalences qui seront plus élevées. Alors, autre élément important et qui joue sur la question des représentations, dans le débat public, on a tendance souvent à produire un discours très caricatural et parfois un peu sensationnaliste autour de la question des drogues, surtout quand elles ont un statut illicite, comme le cannabis. Et donc, il y a un sujet qui revient souvent, qui est le fait dans les médias que les jeunes consommeraient de plus en plus tôt. Ben là, les données d'Escapade sont intéressantes parce qu'on voit que l'âge moyen à la première consommation de cannabis, de tabac ou d'alcool, non seulement ne diminue pas, mais a même tendance à augmenter pour certains produits. Enfin, pour terminer sur les données de cadrage, et là je pense que ça va renvoyer aux interventions de mes collègues qui vont intervenir juste après, c'est que dans le cadre de l'enquête Escapade, il y avait également donc l'enquête Escapade est une enquête qui est proposée donc aux jeunes de 17 ans au moment du jour de préparation à la défense. Et donc, c'est une enquête représentative de la population des adolescents de 17 ans. Et donc, il y a les commentaires de cette enquête, donc les questions ouvertes qui ont pu être analysées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les motifs pour consommer de l'alcool et du cannabis, on voit que pour l'alcool, ce qui ressort le plus souvent, c'est faire la fête et s'amuser ou se défoncer. Pour le cannabis, on a également ces motivations, mais on a des motivations également de consommation qu'on ne retrouve pas pour l'alcool, qui sont pour me calmer ou pour mieux dormir, donc des dimensions autothérapeutiques du cannabis. Alors, je vais passer maintenant à la question des représentations en vous présentant deux types d'enquêtes. Les dernières données de l'enquête EROP, qui a été effectuée par l'OFDT, et une enquête que nous avons effectuée avec David Martin-Millot, qui est une enquête qualitative sur les représentations sociales vis-à-vis de la légalisation du cannabis. Donc, l'enquête EROP a été réalisée donc, pour sa deuxième édition en 2018. C'était le 5e exercice. C'est une enquête qui est effectuée auprès d'un échantillon de 2001 individus représentatifs de la population française avec des interviews qui se font au téléphone autour de 30 minutes.
Donc, cette enquête, en fait, s'intéresse à la perception des drogues illicites, aux opinions sur les politiques publiques, et il y a un focus sur le cannabis, sur les modes de régulation. Donc là, ces données, ce graphique, en fait, porte sur l'enquête EROP, et donc il présente l'évolution des seuils de dangerosité selon le statut légal des produits. Donc la manière dont les produits sont perçus comme étant des produits dangereux ou pas, par la population. Et donc vous avez à chaque fois, pour chaque produit, les résultats de l'enquête effectuée en 1998 et les résultats de l'enquête effectuée en 1999 et en 2018. Et ensuite, en bas, chaque produit, héroïne, cocaïne, cannabis, tabac et alcool. Donc le premier résultat qui est intéressant, c'est de voir que, ça ne bouge pas, l'héroïne et la cocaïne sont perçues comme étant des drogues dangereuses dès la première expérimentation. Alors que pour le tabac et pour l'alcool, ce n'est pas vraiment le cas. Les niveaux de dangerosité dès la première consommation sont très faibles, surtout pour l'alcool. Le cannabis se situe au milieu, tout à fait au milieu, et donc ce qu'on peut observer, c'est pour l'ensemble, l'autre élément qui est très intéressant, je trouve, dans ce graphique, c'est que quand on compare 1999 et 2018, on voit que pour la population française, il y a une évolution, puisque les produits illicites tels que l'héroïne, la cocaïne et le cannabis, pour ces trois produits-là, on voit une diminution du sentiment de la population que ces produits sont dangereux dès la première expérimentation, alors que c'est l'inverse pour les produits légaux. Pour les produits comme l'alcool et le tabac, là on voit entre 1999 et 2018 une évolution de la représentation des Français qui considèrent en plus grand nombre que ces produits peuvent être dangereux, même s'ils sont licites dès la première utilisation. Alors concernant la légalisation du cannabis, là vous voyez sur ce graphique donc 3 questions qui ont été posées. Seriez-vous favorable au cannabis médical? Seriez-vous favorable à la légalisation du cannabis, à l'autoculture ou à la mise en vente libre du cannabis? Donc là, ce qui ressort très fortement sur ce graphique, c'est la quasi-unanimité sur le cannabis médical. Et donc là, on voit que les politiques publiques sont complètement en phase. C'est-à-dire qu'au moment où on a 91% des Français qui déclarent être favorables à la mise en place du cannabis médical, ça correspond effectivement à la décision qui a été mise en place par l'ANSM. Donc là, on a des politiques publiques qui sont en phase avec les représentations. Pour les questions de légalisation, d'autoculture et de mise en vente libre, là, comme vous pouvez le voir, on a des perceptions qui sont plus modérées, et donc avec 45% des Français qui sont favorables à la légalisation du cannabis, 40% à l'autoculture et 38% à la mise en vente libre. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'OFDT a distingué les opinions entre les personnes qui sont expérimentatrices, qui consomment du cannabis, qui ont consommé du cannabis, et celles qui n'en ont jamais consommé. Et donc on voit que pour le cannabis médical, il y a une unanimité, quel que soit le rapport au produit, alors que pour les autres mesures qui sont proposées, là on voit des différences très importantes entre les personnes qui ont expérimenté le cannabis et celles qui ne l'ont pas expérimenté. Alors là, sur cette diapositive, est présentée une question qui a été posée à la fois en 2013 et en 2018 pour l'enquête EROP. C'est donc l'opinion des Français sur la vente libre du cannabis. Donc, est-ce que vous seriez favorable à ce que le cannabis puisse être mis en vente libre, comme le tabac ou l'alcool? Donc là, ce qu'on voit entre 2013 et 2018, c'est que la part de ceux qui ne sont pas du tout d'accord a diminué, puisqu'on avait 57% des Français qui n'étaient pas du tout d'accord à la mise en vente libre du cannabis comme le tabac et l'alcool en 2013 versus 40% en 2018. On retrouve également cette même idée sur la structure des opinions sur l'usage du cannabis à partir de l'enquête 2018. Donc là, c'est une analyse factorielle qui a été effectuée par les statisticiens de l'OFDT. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur le cannabis, on a en fait une très faible proportion de Français qui se situent dans un type d'opinion très répressif. C'est-à-dire que ceux qui sont catégorisés à partir de cette analyse factorielle
comme étant répressifs, c'est-à-dire ceux qui se montrent radicalement opposés à tout assouplissement de la législation en France, ne sont que 7% des Français. Et ceux qui sont les plus nombreux sont en fait les modérateurs, les réformateurs et les pro-légalisation, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt favorables à ce qu'on sorte en tout cas du tout prohibition et à ce qu'on aille vers une approche plus sanitaire. Alors je vais passer maintenant à la deuxième enquête, donc qui complète tout à fait l'enquête EROC, puisque c'est une enquête là qualitative et non pas quantitative. Donc c'est une enquête qui a été réalisée par David Martin-Millot sous ma direction. Donc David Martin-Millot est chercheur au Québec, à Montréal. Et donc, on a mis en place une étude avec une méthodologie qualitative constructiviste, avec l'idée d'étudier les représentations sociales des parties prenantes en France et au Québec, mais là, je ne vous présenterai que les résultats en France, en interrogeant des représentants du gouvernement, des professionnels de la santé et de la santé publique, des représentants d'associations professionnelles et de plaidoyer, des chercheurs et des usagers de substances. Alors l'idée, c'était d'étudier donc les constituants de la représentation sociale, la manière dont les personnes se reconstruisent le réel, la manière dont elles maîtrisent leur environnement à travers la production de codes communs autour de la question du cannabis, la manière dont les représentations peuvent orienter les conduites, justifier des conduites et également le sentiment identitaire autour de ces questions-là. Alors en fait, on a utilisé deux types de méthodes. Une méthode donc, qui est éprouvée sur la question des représentations sociales, c'est-à-dire qu'on a proposé aux personnes qu'on a rencontrées d'écrire sur des petits post-it les mots, les idées qui leur venaient quand on évoquait la question de la légalisation du cannabis. Et ensuite, on a, suite à la production de ces vignettes, fait des entretiens avec chacune des personnes. Donc là, je vais vous présenter, en fonction des types de parties prenantes, les termes qui ressortent le plus. Alors, concernant les représentants du gouvernement, donc on a interrogé à la fois des personnes qui étaient à la tête des institutions et des administrations actuelles ou des personnes qui avaient pu occuper ce type de position auparavant. Donc là, ce qui ressortait dans les entretiens et à partir des vignettes, c'était les termes suivants. Donc en haut du tableau, vous avez les termes qui sont apparus le plus fréquemment. Donc la première vignette, première idée, la ligne en dessous, deuxième vignette, deuxième idée, et la ligne encore en dessous, troisième vignette, troisième idée. Donc ce qui ressort chez les représentants du gouvernement, c'est autour de la question de la légalisation du cannabis, le fait qu'il y aurait une crainte, si on légalisait, qu'il y ait une pression des lobbies. Donc en fait, une préférence pour un mode de légalisation qui serait contrôlé par l'État. Les questions qui se posent également sont donc des questions autour du marché et aussi le fait de mettre fin au trafic dans les quartiers. Concernant les représentants du gouvernement, donc c'est autour de ces questions des modes de régulation, la question des lobbies, le fait que la légalisation pourrait aussi être un moyen de permettre un développement de la prévention, avec en même temps un accent très fort mis sur le fait que si on légalise, il faudra vraiment restreindre la vente aux mineurs, et puis l'idée d'impliquer les élus locaux si une telle mesure était mise en place. Ensuite, chez les chercheurs et les experts qui ont pu être interrogés, là, ce qui ressort quand on les interroge sur la question de la légalisation du cannabis en France, c'est que la légalisation sera un moyen d'avoir une politique cohérente, de mettre en place du contrôle, un contrôle de la qualité des produits, qu'on serait ancré dans la réalité des pratiques, comme on vient de le mettre, en mettant en évidence, ce qui a été mis en évidence par les chercheurs, ça a été mis en parallèle avec les résultats que je vous ai présentés sur les niveaux de consommation des Français. Ce qui est mis également en exergue par les chercheurs et les experts, c'est que les jeunes sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe et donc ça interroge sur le modèle français qui a été mis en place. Et le dernier élément qui était mis en avant par les chercheurs et les experts, c'était la nécessité de mettre en place une convention cadre si on légalise le cannabis, à l'instar de ce qui a été mis en place dans la lutte contre le tabac. Quand on interroge les associations de professionnels et les activistes, là, c'est le seul groupe de parties prenantes où on a pu obtenir des positions beaucoup plus diversifiées avec des personnes donc, qui étaient très favorables en se disant voilà, si on légalise, ça va permettre de remettre en cause l'hypocrisie sociale, d'être dans une véritable politique de réduction des risques et des dommages, d'impliquer les politiques, d'associer les professionnels.
mais on a également, dans les associations de professionnels, une crainte sur la mise en danger des jeunes, sur le fait que l'État puisse devenir dealer, là je reprends les termes, et que la jeunesse puisse être en danger. Enfin, on a interrogé également donc, des associations d'usagers et des représentants de famille, où là, ce qui ressort, c'est pourquoi criminaliser un acte, la consommation de cannabis, qui ne fait pas de mal à autrui. Légaliser permettrait d'entraîner une responsabilité individuelle, de lutter contre le crime organisé. Donc pour terminer, donc ce que montrent donc ces études, et donc ça a été également mis en évidence par un article de David Nutt dans le Lancet, c'est que les drogues en fait sont un construit social et la dangerosité des drogues sont également liées à des constructions sociales. Et par exemple, David Nutt, donc dans le Lancet, avait mis en évidence au début des années 2000 que les dangers liés à l'alcool et au tabac étaient plus importants que les dangers liés au cannabis. Et malgré cela, les législations qui sont mises en place pour l'alcool et pour le tabac sont beaucoup plus libérales que celles qui sont mises en place pour le cannabis. Donc en conclusion, on peut dire que l'étude des représentations sociales est importante pour comprendre la manière dont va se structurer le débat public autour du cannabis en France. L'enquête Europe, comme on a pu le voir, met en évidence une adhésion très importante, quasi-unanimité vis-à-vis du cannabis médical, et une augmentation de l'adhésion à des modèles autres que les modèles prohibitionnistes, sans que cette opinion ne soit majoritaire et sans que les Français ne sachent vraiment quel modèle va pouvoir être mis en place. Ce que l'enquête Europe met également en évidence, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce que recouvrent les modes de régulation du cannabis en population générale. Dans notre étude qualitative sur les représentations sociales, ce qu'on voit, c'est que quand on interroge donc les parties prenantes sur la légalisation du cannabis, c'est les concepts de régulation, concertation et implication des parties prenantes, réduction des risques et des dommages qui sont jugés prioritaires, avec un consensus sur l'échec du modèle prohibitionniste. En revanche, encore une fois, dans notre étude qualitative, il n'y a pas de consensus parmi les parties prenantes sur le modèle de régulation idéal du cannabis, avec une crainte importante, là qui est très largement partagée dans l'étude qualitative, sur la prise de pouvoir que pourraient avoir les lobbies si on mettait en place une légalisation du cannabis en France. Ce qui ressort en tout cas de l'ensemble de ces enquêtes, c'est qu'un débat sociétal serait important à mettre en place en France, avec la nécessité d'impliquer l'ensemble des parties prenantes sur cette question. Je vous remercie. Merci. Merci Madame pour cette magnifique présentation, très claire et très documentée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. On prend les questions à la fin ou au début? Comme tu veux. Tu veux qu'elle réponde tout de suite? C'est qu'on les prend à la fin, ça permet à tout le monde de... Très bien. Ça vous va? Oui, ça me va très bien. Bon, on va essayer simplement une remarque. Oui, une remarque, des fois que j'oublie. Je pense que ce que vous avez dit à propos des chercheurs, c'est bien. Ça serait bien d'écouter de temps en temps les chercheurs. C'est pas M. Benyamina qui va me dire le contraire. Non, sûrement pas. Bon, c'est ce qu'on va faire avec Nicolas Authier, du coup. Je te laisse te présenter. Tu te mets là? Très bien. Vas-y, elle est où? Alors, le titre de Nicolas, c'est le cannabis à usage médical. D'accord, oui. Alors, le professeur Nicolas Authier est à Clermont-Ferrand et il présente une conférence qui s'appelle « Cannabis à usage médical et non médical, mieux nommer ses usages pour mieux comprendre et accompagner les usagers et patients ». Ça me rappelle des réflexions faites par un certain journaliste que je connais bien et qui connaît aussi très bien. Merci. Thank you. Je pense, mais comme la question est de plus en plus prégnante en France et que les choses évoluent, que le sujet, en tout cas, est de plus en plus traité, que la question du cannabis sur un versant médicament se pose de plus en plus, je pense que c'était intéressant d'échanger avec vous sur cette question, en fait, de la... Alors, c'est pas une classification, parce que les psychiatres, on aime bien tout classer, nous, mais ça marche jamais quand on classe, mais on essaye.
mais afin de savoir un peu de quoi on parle, parce que probablement que ce dont on parle dans le langage courant, et pas uniquement courant, parfois dans le langage officiel, concernant le cannabis, n'est pas forcément en lien avec la réalité des usages, et notamment la finalité des usages. Alors j'ai fait une diapo, voilà, c'est le service minimum. Et je vais parler sur cette diapo, c'est suffisant, puisque ça reprend une sorte de proposition de classement que certains connaissent, et que je soumettrai à votre critique, bien entendu. Je voulais commencer par dire qu'il semble important actuellement de sortir de la classification binaire et caricaturale selon laquelle l'usage de cannabis serait soit récréatif, soit médical. Mais ce sont pourtant les deux termes les plus utilisés pour caractériser les usages, y compris en France. L'usage même du mot récréatif, d'ailleurs, qui est très utilisé par les autorités sanitaires, judiciaires, par les professionnels de santé, par les journalistes, par les politiques, va même probablement à l'encontre même de la politique de répression mise en œuvre par les autorités sur une substance illégale, en lui donnant un caractère particulièrement incitatif. Si vous parlez d'une substance récréative à un adolescent, il va plutôt vous regarder avec un intérêt particulier. Il ne va pas partir en courant, hein, il me semble. C'est probablement plus incitatif de parler de cannabis récréatif que de parler de cannabis médical. Mais on peut en discuter. Cette description simplifiée permet de répondre certes plus facilement à de la réglementation, à des autorisations, mais elle ne permet sûrement pas, d'un point de vue de la santé publique, d'accompagner de façon satisfaisante les différents usagers de cannabis, quelle que soit la finalité de ces usages. Il y a une grande partie des usagers qui échappent à ce classement binaire, récréatif ou médical. Il y a d'autres types d'usages qui sont réalisés, qui sont peut-être même plus fréquents, enfin en tout cas plus problématiques que le seul usage récréatif au premier sens du terme. Alors si on commence par la première catégorie d'usage, que j'ai appelée usage non médical, par opposition à l'usage médical, je suis parti de ce qui, pour moi, médecin, est assez clair. L'usage médical, je vois à peu près ce que ça représente. Je vois ce qu'on peut mettre derrière, en termes de supervision médicale, de prescription, de qualité de produit, d'indication. Ça, c'est assez clair. Je terminerai là-dessus. Et donc, à partir de là, en miroir, je me suis dit, mais qu'est-ce que serait un usage non médical du cannabis? Et là, j'ai identifié, c'est pas exhaustif, ça n'a pas vocation à être la vérité, mais plutôt à vous faire réagir, 4 catégories dans cet usage non médical. Une première catégorie qui est un usage non médical probablement parmi le plus fréquent en termes de nombre d'usagers, pas forcément en termes de régularité, mais en termes de nombre d'usagers, des usagers jeunes, à la recherche d'un effet psychoactif, de l'effet psychoactif du cannabis, cet effet euphorisant, empathogène ou entactogène qui favorise le contact, d'aller vers l'autre. Donc c'est un usage qui a plutôt lieu dans des contextes de groupe, et qui favorise aussi l'interaction sociale, qu'on pourrait comparer d'ailleurs à l'usage d'autres substances, elles tout à fait légales en France, comme l'alcool par exemple. Et dans cette consommation conviviale et sociale, alors j'ai mis festif et social, je n'ai pas mis récréatif parce que je voulais balayer ce terme de récréatif volontairement, festif est assez proche, mais il y a une dimension sociale dans cet usage quand même, et pas uniquement festive. L'effet recherché, c'est plutôt l'effet euphorie. C'est une consommation entre amis, entre copains, ça dépend de l'âge qu'on a. On n'est généralement jamais seul, c'est pas régulier, c'est le week-end, c'est pour les fêtes, pendant les vacances. Normalement, ça n'impacte pas réellement la vie scolaire ou la vie professionnelle. Les activités sportives, les loisirs, les culturels, sociales sont maintenus dans cet usage-là. En revanche, lorsque cet usage devient plus solitaire, ou s'il l'est dès le départ d'ailleurs, avec plus aucune interaction sociale associée à cet usage, on peut difficilement, je pense, le considérer comme récréatif. Pourtant, c'est le cas actuellement.
Et s'il n'est pas récréatif, alors comment peut-on le caractériser? On va voir par la suite ce que l'on peut proposer. Et une grande partie des usagers que l'on rencontre d'ailleurs en médecine, dans nos consultations, qui ne viennent pas forcément nous voir pour ça d'ailleurs, quand on leur pose la question au passage du cannabis, alors à quoi ça vous sert? Pourquoi vous en prenez? J'ai rarement vu quelqu'un me dire qu'il en prenait de façon récréative, il n'utilise pas ce terme-là. Et j'en vois beaucoup qui ne me parlent pas du tout d'usage festif, ni social d'ailleurs. Ils ont un usage qui d'ailleurs n'est pas totalement en pleine conscience de pourquoi ils l'utilisent. Et c'est là où c'est intéressant de creuser, parce que finalement, quand on creuse, on voit qu'il y a d'autres types d'usages, bien loin de la dimension récréative, mais qui ont un sens, qui ont une finalité qu'on peut discuter. Alors, le premier, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais le premier qui m'était venu, c'était l'habitude. C'est pas facile à définir ça. Peut-être Georges pourra reprendre là-dessus, il a travaillé un peu sur ces notions-là. Mais quand on a un usage dont on ne perd pas forcément le contrôle, qui a une dimension certes assez régulière, mais où en fait c'est une sorte d'aptitude à accomplir avec facilité, sans effort particulier d'attention, une action de consommer du cannabis. C'est une action qui a été acquise par une pratique fréquente. On retrouve ça dans de nombreux usages de substances. On retrouve ça avec l'alcool, par exemple, aussi. Des patients, pardon, voilà, c'est un lapsus, des usagers, qui ne sont pas forcément des patients, justement, qui prennent l'habitude d'en consommer à un moment précis de la journée, le soir pour s'endormir, en rentrant du travail, à 6h, 7h du soir, comme certains vont boire un verre d'alcool. C'est une habitude, ils le font tous les jours, sans trop se poser la question pourquoi ils le font. Ils pourraient peut-être arrêter, ils n'ont pas essayé d'ailleurs, souvent ils n'ont pas essayé parce qu'il n'y a pas de problème, ils ne ressentent pas de problème particulier. Il n'y a clairement rien de très récréatif dans cet usage-là. Peut-être que cet usage-là se rapproche de la deuxième catégorie, puisque les différentes catégories que je vais évoquer ne sont pas si imperméables les unes aux autres. Et peut-être que cet usage-là se rapproche vers l'usage plutôt bien-être du cannabis, où là on est plutôt dans un usage qui serait, on va dire, en pleine conscience de la finalité recherchée, alors que dans l'habitude on se pose pas la question. C'est une habitude parmi tant d'autres. Alors ce troisième usage non médical qui est le bien-être, vous en avez beaucoup entendu parler depuis 2-3 ans, on en parle beaucoup dans tous les médias. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas du cannabis bien-être, en première, en deuxième, en dernière page. C'est intéressant comme notion, mais on se garde souvent bien de définir ce que ça veut dire. Malheureusement, parce qu'on peut donner du sens à ça aussi, mais je pense que si on veut aboutir à ce type d'approche, il va falloir quand même réussir à la définir. Donc de quel bien-être on parle? Parce que le seul bien-être que nous on connaît du côté médical, en tout cas, c'est celui qui est défini par l'OMS. C'est celui qui est défini pour caractériser la santé d'une personne. La santé, l'OMS le dit, je vais vous lire la définition pour ne pas me tromper, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, et elle précise que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Donc tout être humain peut prétendre au bien-être, à la santé définie par le bien-être, et donc pas uniquement l'absence de maladie. La même OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est les termes de l'OMS. Alors en pratique, cette finalité d'usage du cannabis, ou de ses dérivés, parce qu'on parle beaucoup de cannabis bien-être, mais souvent ça concerne des dérivés ou des extraits du cannabis, des cannabinoïdes, ça se traduit surtout par le bien-être de ceux qui en font un business pour l'instant. Pour l'instant. C'est le vaste business du cannabidiol. Je le dis franchement, pour moi, pour l'instant, ça reste un vaste business du cannabidiol. Je ne dis pas que ça ne peut pas avoir d'intérêt, mais pour l'instant, compte tenu de ce qui est proposé, de la qualité de ce qui est proposé, de la manière dont c'est proposé, des personnes à qui c'est proposé, je pense que pour l'instant, on est dans une dimension très économique. Ça sort de mon champ de compétences. Et notamment avec le cannabidiol, qui est une substance psychoactive. Le cannabidiol est une substance psychoactive, mais qui aurait un très faible potentiel addictogène. C'est une substance psychoactive. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a des intérêts aussi en thérapeutique.
dans le domaine du médical. Elle permet, par ses propriétés, de couvrir différents champs qui peuvent concerner le bien-être. Ça commence par la cosmétologie. Je ne vous ai pas mis des photos là, mais j'aurais pu vous mettre pas mal de photos. Il suffit d'aller maintenant dans les magasins de cosmétiques pour voir tous les produits à base de chanvre proposés, avec marqué ou pas cannabidiol, qui sont toujours légaux, bien entendu, avec des feuilles de cannabis, etc. Et qui jouent sur ce côté, effectivement, légal, cannabidiol, absence de risque, etc. Alors pour la cosméto, je ne peux pas vous dire quels sont les niveaux de preuve. Je ne suis pas sûr qu'il en faille, d'ailleurs, ce n'est pas l'idée, hein, et on n'en demande pas. Enfin, il y a des questions de sécurité, mais pas en termes de preuve d'efficacité, il suffit d'y croire et d'avoir les moyens. Mais en revanche, on va un peu plus loin avec ce cannabis bien-être et il flirte quand même aussi avec des allégations thérapeutiques. Et c'est là où ça devient un peu problématique et c'est là où la situation s'est un peu crispée il y a un an et demi, je ne me souviens plus, un peu plus d'un an, effectivement, quand les autorités sanitaires ont rappelé quand même ce qui n'était pas autorisé de faire autour des questions des produits de cannabis, notamment autour du cannabidiol et tous ces commerces qui sont toujours ouverts d'ailleurs, hein, ils ont juste changé de rue, ils sont déplacés, changé de nom, mais enfin, on en a toujours, nous en tout cas de notre côté, il y en a toujours, il y en a un pas très loin de l'hôpital maintenant, qui permettent de vendre des produits à base de cannabidiol ou pas, avec des traces de THC parfois. Voilà. Donc ça, c'est la problématique du bien-être, quoi, où je pense qu'en voulant trop flirter avec le thérapeutique, ils se sont mis effectivement dans l'illégalité, ce qui a du coup entraîné une réaction un peu ferme, alors qu'on peut peut-être discuter du bien-être et d'un intérêt du cannabis à bien-être à condition de bien définir ce que c'est. Et pas de parler de cannabis light, pas de parler de cannabis légal, parce que ça ne veut rien dire en fait, et puis l'enjeu n'est pas là. En revanche, ça a eu un intérêt, ce cannabis bien-être, ou mieux-être, je ne sais pas, c'est de faire apparaître des nouvelles populations d'usagers. Alors soit des patients, soit des usagers, pas forcément l'un ou l'autre, qui n'en avaient parfois jamais consommé, qui n'avaient parfois même certains d'entre eux jamais fumé de cannabis, et qui ont été attirés par ces produits-là parce qu'ils avaient un autre intérêt. On leur a proposé de cela pour soulager des symptômes, provoquer un bien-être. Donc ils ont été tentés par ça, comme on peut être tenté par d'autres produits. Et puis ça a aussi intéressé des patients consommateurs de cannabis qui avaient des problèmes avec le cannabis, qui ont cherché une aide parfois au sevrage, et donc qui eux étaient des usagers réguliers de cannabis, mais qui n'ont pas forcément retrouvé tout à fait la même chose, puisque c'était des produits très pauvres en THC, et donc l'effet n'était pas du tout le même. Alors voilà pour le côté bien-être. Et puis enfin, il y a le côté autothérapeutique, qui nous rapproche progressivement du côté médical, mais qui n'est pas médical dans le sens où on n'est pas dans un encadrement médical, une supervision médicale, une prescription. Quand je parle de médical, vous l'avez vu, c'est marqué sur prescription. C'est ma manière de différencier les choses. Et l'autothérapeutique, eh bien, ça veut dire qu'en l'absence de régulation, d'encadrement, ou dans le cadre d'une interdiction, ou d'un accompagnement médical possible, il y a certains usagers qui, effectivement, pour pouvoir soulager une souffrance physique ou psychique, peuvent être amenés à s'automédiquer, parce que d'abord, la médecine parfois est impuissante pour les aider, ou trop partiellement efficace, et qu'ils ont légitimement le droit d'essayer de trouver une solution pour soulager leur souffrance. Et on retrouve deux grandes catégories d'usage autothérapeutique. Un usage qu'on peut identifier dans le cadre de l'addiction au cannabis, où finalement, lorsque vous êtes devenu addict au cannabis, eh bien finalement, votre usage de cannabis, il n'est sûrement pas récréatif. C'est très rare, il ne fait plus cet effet-là d'ailleurs. Généralement, c'est un usage qui s'impose, soit lié au manque de cannabis, parce que le manque de cannabis, de la dépendance et le sevrage existent, mais aussi au craving, ces envies irrépressibles de consommer. Et donc, pour traiter les symptômes liés à tout ça, l'angoisse, les tremblements, l'anxiété, les troubles du sommeil, l'usager va s'auto-médiquer finalement. Il va s'auto-traiter, pas toujours en pleine conscience, là aussi de le faire, mais lorsqu'on lui permet de décrire les choses, il le dit bien clairement, j'en prends pour aller mieux, parce que si j'en prends pas, je vais pas bien. Mais je vais pas bien parce que j'en ai plus. Bref, c'est le principe de l'addiction en général, ça. Encore une fois de plus, bon, le problème de ça, c'est que cet usage de cannabis-là, qui paraît soulager très temporairement, en fait, finit par aggraver, bien sûr, les complications, notamment psychiques du cannabis, sur l'humeur, le sommeil et l'anxiété.
voire participer à décompenser certains troubles psychotiques liés à la présence de THC. Rien de très récréatif, encore une fois de plus, dans cet usage irrépressible de cannabis. Et puis l'automédication, eh bien, là on se rapproche là aussi d'un usage à visée thérapeutique, mais là aussi plus en pleine conscience, qui peut commencer par exemple dans le cadre de problématiques adolescentes, c'est là où il arrive le plus tôt généralement, chez les adolescents qui sont en recherche de sensations, certes, mais aussi pour certains d'entre eux d'une anxiolyse importante, voire d'une anesthésie de la pensée, et qui trouvent le cannabis, certains trouvent l'alcool aussi, comme un remède face à ces symptômes dépressifs, à ces symptômes anxieux. Cet effet anxiolytique du produit qui est recherché par ces adolescents, c'est une consommation qui est plutôt d'ailleurs solitaire, qui est relativement régulière, parce que généralement il y a une souffrance quotidienne, et donc on ne peut pas associer ça à une consommation occasionnelle. Généralement, c'est associé aussi à des conséquences importantes sur la vie scolaire de l'adolescent, la vie sociale, à un isolement important. Et parfois, il peut masquer des troubles graves, cet usage, en automédication, et notamment des troubles graves de la personnalité, voire l'installation, la mise en place d'un trouble, comme un trouble psychotique, une schizophrénie, un trouble bipolaire ou un trouble anxieux. Ça, c'est la première partie de l'automédication. Et puis la deuxième partie de l'automédication, encore plus en pleine conscience, c'est celle qui nous amène à la prescription médicale. C'est-à-dire qu'actuellement, alors ça ne marche qu'en France, ça marche surtout en France, parce qu'en France, ce n'est pas autorisé. Donc en France, certains patients qui ont, par exemple, une sclérose en plaques avec des spasticités douloureuses, des contractions musculaires douloureuses, qui ont des douleurs neuropathiques réfractaires ou d'autres douleurs, qui ont une épilepsie pharmacorésistante ou des complications liées au cancer, aux chimiothérapies, ou des situations palliatives difficiles à stabiliser. Certains ont trouvé cette solution, ont fini par la trouver, parce qu'on leur a proposé, parce qu'ils connaissaient déjà le cannabis, ou parce que leur enfant leur a fait essayer, etc. etc. Et ces patients-là, parce que ce sont des patients qui ont des maladies, finalement, en pleine conscience, ont fait le choix d'essayer et de tester. Et pour certains d'entre eux, ça a apporté un soulagement. Pour certains d'entre eux, le cannabis, ce n'est pas un médicament miraculeux, bien entendu. Ça se saurait depuis longtemps. Mais c'est une substance, c'est une plante qui contient des substances qui peuvent avoir un effet thérapeutique intéressant. Donc parmi ces substances qui ont déjà eu, qui ont cet usage d'automédication, certains ont déjà connu le cannabis avant, d'autres l'ont jamais connu, d'autres n'ont jamais fumé, d'autres ne veulent surtout pas fumer du cannabis pour se soulager, veulent trouver d'autres moyens. Et c'est intéressant parce qu'en fonction des profils d'ailleurs d'usage antérieur à l'usage en automédication, on a des croyances qui sont associées, qui sont parfois une exagération du potentiel thérapeutique ou des craintes relatives à cette substance. J'en prendrais bien, mais c'est dangereux, c'est une drogue. Bref, il y a tout pas un imaginaire, mais enfin quand même des croyances qui sont différentes chez ces différents patients. Encore une fois de plus, dans cette automédication, rien de très récréatif. Et pour l'instant, tous ceux dont je viens de vous parler, en France, c'est ce qu'on appelle des récréatifs. Je caricature un peu, mais pas loin, puisqu'ils ne sont pas médicaux. Puisque ça n'existe pas. Alors ce dernier usage médical, eh bien, il arrive, la réflexion est arrivée en France il y a maintenant quelques années, et puis elle a pris forme effectivement depuis un peu plus d'un an, enfin oui, un peu plus d'un an et demi, parce qu'effectivement, ces usages qualifiés de non médicaux en France ou d'autothérapeutiques, lorsqu'on franchit la frontière et qu'on va en Italie, ou bien qu'on va en Allemagne, ou bientôt en Angleterre, ou qu'on va en Irlande, même si la frontière n'est pas aussi simple à franchir, eh bien on retrouve les mêmes patients qui se ressemblent à peu près, qui ont les mêmes pathologies, parce que c'est les mêmes souffrances, qui ont accès aux mêmes médicaments, et eux, ils ont accès légalement à des médicaments à base de cannabis, ou des préparations pharmaceutiques à base de cannabis. Bon, bref, on ne va pas discuter du statut, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, ils ont accès à ça. Donc ils sortent de la catégorie de ces fameux soi-disant récréatifs et ils deviennent officiellement dans un usage médical. Alors cet usage médical, il a évolué avec l'histoire, bien sûr, je vais terminer là-dessus. Ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe dans certains pays. Dans certains pays, ça s'est imposé d'ailleurs, avant même d'être réfléchi, on va dire, ça s'est quasiment imposé par la justice. Historiquement, il a été construit à partir d'une automédication. C'est-à-dire on a autorisé les gens
à consommer leur propre cannabis, à planter, à faire de l'autoculture, etc. Ça, c'est l'histoire, et c'est ce qui explique pourquoi aussi on donne accès à des fleurs séchées de cannabis. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir. En tout cas, ça se discute. Ça peut être l'avenir pour certains patients, mais probablement pas pour la majorité d'entre eux. Probablement qu'on va, et on le voit, d'ailleurs on le constate, que la réflexion autour du cannabis médical s'oriente vers une plus grande diversification des produits, en termes de composition, bien entendu, mais en termes aussi de modalités d'administration, de standardisation des produits, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça garantit la qualité des produits dans le temps, mais il faut avoir des produits différents pour répondre à des problématiques différentes. Il faut que cela concerne le plus grand nombre de patients et pas juste un nombre de patients experts. Je veux pas... Voilà, pour moi, le cannabis médical, ce n'est pas le propre des patients experts qui ont eu un rôle capital pour faire passer les choses. Mais les patients experts sont trop experts, j'ai envie de dire, pour se baser sur leur modalité à eux, en fait, pour pouvoir répliquer ça au plus grand nombre. Alors, des médicaments commencent déjà à arriver avec des AMM, on en a déjà parlé dans d'autres sessions. En France, il y a 2 AMM. Il y a une AMM européenne et une AMM française. Enfin, il y a 2 AMM, oui, européennes pour les Sativex et pour l'Epidiolex. Bon, ces 2 médicaments, il n'y en a qu'un seul des 2 qui est disponible, mais ce sont des médicaments à partir d'extraits de cannabis. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir d'autres médicaments, bien entendu, ou d'autres possibilités d'accéder, en respectant la réglementation, à d'autres préparations à base de cannabis. Une partie des usagers de cannabis actuellement sont donc considérés dans un usage non médical autothérapeutique et ils pourraient bénéficier peut-être dans les mois à venir, dans le cadre de l'expérimentation dans un premier temps, peut-être plus tard d'une légalisation, je ne sais pas, d'un accès à ces médicaments et peut-être pourront-ils être soulagés. Je terminerai en une phrase pour dire qu'évidemment ce que je vous ai présenté, ces différents profils d'usage, je les ai présentés un peu en silo, comme on classe en psychiatrie, mais en réalité c'était plutôt à visée didactique, mais il faut pondérer cela parce que il y a des passerelles et que je vous l'ai dit, c'est pas imperméable et qu'on peut aussi avoir un usage festif d'un côté, puis bifurquer sur un usage autothérapeutique, en tout cas pour la France, puisque le médical pour l'instant n'est pas instauré. On peut avoir une habitude et puis basculer ensuite en pleine conscience vers un usage bien-être. Tout est envisageable, bien entendu. Donc il faudra probablement pondérer cette classification. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation très claire et très didactique. Je crois qu'on va continuer, on va prendre la 3e et dernière, je pense, présentation. Avant-dernière. C'est l'avant-dernière, non? C'est Georges C'est Georges Brousse. C'est ça. C'est mauvais, mais ça soulage. Voilà, c'est mauvais, mais ça soulage. C'est voilà. ça. Donc la contribution de M. Georges Brousse, toujours de Clermont-Ferrand, c'est le titre de sa présentation, c'est mauvais mais ça soulage, le paradoxe des effets psychotropes du cannabis en psychiatrie. Merci d'avance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du congrès, en particulier Jean-Pierre, pour nous avoir permis de présenter cette session. Je remercie également nos 2 chairman pour cette présentation sur le cannabis. Alors, pas certain qu'après mon propos, vous y voyez plus clair. Enfin, finalement, je vais rejoindre Shakespeare qui disait que nous sommes faits de l'étoffe des songes, donc nous resterons peut-être dans les limbes. Mais finalement, il y a un certain nombre de questions que nous devons nous poser. Ah oui, j'y pense, Nicolas, puisque tu posais l'habitude m'est venu à l'esprit une réponse. L'habitude, ça va m'éviter une séance de psychanalyse. L'habitude, c'est une chanson de Maxime Le Forestier qui m'est revenue. C'est « L'habitude nous joue des tours ». Nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer, une fois la rosée passée, regardons la rouille posée. Donc, méfions-nous de nos habitudes.
c'était un aparté, puisque je vais parler quand même aussi des habitudes de nos patients et de la question de la consommation de cannabis dans les populations de patients souffrant de pathologies mentales. C'est mauvais, c'est ce que nous cessons de leur dire, mais ça soulage, c'est aussi peut-être ce qui nous renvoie. Et donc regardons en double, si je puis dire, en miroir, les questions et les réponses que peuvent se donner à la fois les patients et les soignants. Bon, pour commencer, ça a été dit, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais pourtant c'est une question extrêmement importante sur l'usage problématique du cannabis dans le monde et en Europe. Il y a un certain nombre de sujets qui sont consommateurs de cette substance et cette consommation augmente. Elle touche en particulier les populations jeunes, mais comme l'a très bien expliqué Marie, c'est que cette population jeune va vieillir, donc on peut s'attendre à ce que ces consommations également se répercutent sur une population plus âgée, avec des consommateurs dans l'année de 38% chez les jeunes de 17 ans. Et ce qui est important également, c'est qu'on a à la fois des utilisateurs à faible risque et des utilisateurs à haut risque d'abus et de dépendance qui ne font pas forcément la différence. C'est qu'on notait en 2012 que le cannabis était perçu comme dangereux pour 15% des usagers seulement. C'est-à-dire que non seulement il y a un usage qui pourrait être à visée de bien-être ou récréatif, mais les utilisateurs, et c'est là évidemment que nous devons peser nos interventions de prévention, ont peut-être pas une représentation tout à fait, on va dire, bien située des risques encourus liés à cet usage ou au passage vers l'abus ou la dépendance. Rapporté à la population globale, ça fait 2% des 15-64 ans qui présenteraient donc ce risque élevé d'usage problématique de cannabis. Donc notre population importante, évidemment vous le savez, en population clinique, c'est-à-dire en population souffrant de pathologies mentales, l'usage de cannabis est extrêmement fréquent. Il est extrêmement fréquent chez nos patients, les patients souffrant de schizophrénie par exemple, je vais y revenir. Mais il faudra aussi dire que ce n'est pas la seule substance consommée. Et chez nos patients, si on regarde les consommations de substances, qu'elles concernent les consommations d'opiacés, d'héroïne, de cocaïne, de cannabis ou d'alcool, les populations cliniques souffrant de pathologies mentales, comme c'est montré ici dans cette étude de Chiapelli en 2018, eh bien, on retrouve parmi les patients souffrant de troubles bipolaires ou d'autres pathologies mentales, comme la schizophrénie ou la dépression, sont évidemment touchés ou sont des consommateurs de cannabis, mais également d'alcool. Ça a été dit, c'est la première consommation de substances, il ne faut pas l'oublier. Et il y a d'autres substances qui arrivent de plus en plus, et de plus qu'elles sont, on va dire, présentes sur les marchés. Alors ça a été largement évoqué par Nicolas Authier, et je pense qu'il faut évidemment avoir ça dans un coin de la tête, et vous l'avez tous, hein, prenez en charge des patients souffrant de pathologies mentales, cette question de l'autosoulagement, en tout cas de ces consommations à visée d'apaisement chez nos patients, tant et si bien qu'il est assez difficile d'avoir un discours sur la nocivité d'un usage, tout simplement, chez des patients qui, dans cet usage, trouvent finalement quelque chose qui a à voir avec un apaisement des symptômes comme l'angoisse, par exemple, assez fréquemment, ou l'apaisement des troubles du sommeil. Le cannabis a été utilisé depuis longtemps dans la pharmacopée et on retrouve des écrits anciens, alors les textes égyptiens notamment, montrent que le cannabis était utilisé à visée médicale, pas forcément à visée psychiatrique. Bon, après, évidemment, vous concéderez l'idée qu'à l'époque, les troubles psychiatriques n'étaient pas forcément aussi bien catégorisés, justement, qu'ils ne le sont aujourd'hui. On pouvait trouver peut-être des utilisations du cannabis dans des traitements de phobie comme l'hydrophobie, mais c'était plutôt évidemment à visée de traitement de troubles somatiques avec des composantes probablement psychosomatiques. Alors, ça a été dit, et j'en profite ici pour remercier et saluer le président du comité scientifique spécialisé temporaire qui a mené les débats sur cette question du cannabis à visée thérapeutique en France, et donc à la fois sur les savoirs expérientiels, donc ils sont importants, des patients, et évidemment les données des experts et les revues de la littérature. Un certain nombre d'indications ont été posées pour le cannabis à visée médicale. J'ai eu l'honneur et la chance de faire partie de ce comité scientifique et je ne cessais de rappeler et de positionner le questionnement lors des débats sur la possibilité de faire évoluer un jour l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique pour les populations cliniques souffrant de pathologies mentales. Tant il est important de ne pas oublier ces patients qui le sont, on le sait, trop souvent, oubliés des essais thérapeutiques, oubliés de la recherche. Et donc il est important de pouvoir réfléchir sur l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique
plus tard, évidemment, parce qu'il faudra plus de données de la littérature pour réfléchir sur cette question, en tout cas mener des études et des recherches sur la précision de cette utilisation du cannabis par nos patients. Justement, les patients. Alors, le discours des patients, vous le connaissez, il est important de le reprendre. Alors, je prends, là, hier, dans le service, on faisait le staff, un patient dont on parle, Pierre, 27 ans, qui est arrivé dans le service pour un épisode psychotique avec une dissociation mentale, une désinhibition psychique et comportementale, une désorganisation psychique. Difficile à dire si on est dans une désorganisation ayant à voir avec un état psychotique aigu, un trouble, une bouffée d'air aiguë, on aurait pu dire auparavant, épisode psychotique bref et transitoire, une manie, hypomanie, est-ce que c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité? En tout cas, il bouge beaucoup, il déambule beaucoup, il a un trouble de l'attention et il a une forte consommation de cocaïne basée. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a peut-être un lien, bien entendu, mais malgré tout, après l'arrêt de la cocaïne, il y a toujours ces manifestations et c'est un patient qui, dans ses antécédents, avait déjà des oscillations thymiques notées bien avant la prise de cocaïne. Lorsqu'il est hospitalisé, il arrête la cocaïne, il accepte le traitement neuroleptique atypique qui l'apaise par olanzapine et il poursuit dans le service le cannabis à visée d'autosoulagement. Alors non pas que nous prescrivions du cannabis thérapeutique, nous sommes extrêmement en pointe à Clermont-Ferrand, comme on en a discuté avec Nicolas Autier, mais les patients eux-mêmes consomment du cannabis évidemment. Mais ce qui est notable dans le bilan de parcours de ce patient, c'est qu'il dit bon, je mets à distance la cocaïne, je me réinsère, je trouve là c'est son projet social qui est inscrit à droite. Je vais retrouver du travail, mais surtout, je vais continuer à faible dose la prise de cannabis parce que finalement, ça soulage mes angoisses. Et donc, la question qui se pose pour nous en tant que soignants, c'est comment aborder avec les patients les risques et les bénéfices possibles de cette utilisation de cannabis. Peut-être, évidemment, regarder du côté de la littérature. Du savoir expérientiel, ou en tout cas des témoignages de patients, on en a non seulement dans nos services, mais on en a également l'industrie pharmaceutique en propose. Et si vous allez sur des sites, alors pas en France, mais il y a évidemment un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques qui commercialisent des traitements à base de cannabis, que ce soit du cannabidiol ou du THC. Et vous avez des témoignages de patients qui sont plus tôt sur les pages de ces entreprises. Là, j'en ai trouvé une par hasard, si je puis dire. Vous avez des témoignages sur l'efficacité dans le traitement de la douleur, mais également dans le traitement des troubles anxieux ou dans la réduction de la consommation d'opioïdes chez ces patients. Le discours des patients est évidemment très important, et donc il va falloir mettre en perspective à la fois la connaissance que nous avons des effets du cannabis et positifs et négatifs pour discuter avec nos patients de l'autorégulation de la prise de cette substance. Bon, cannabis et pathologie mentale, on peut se dire que depuis longtemps, finalement, on connaît la question. C'est un qui induit l'autre, peut-être ou pas, la question se pose. Et aux États-Unis, où, vous le savez, dans un certain nombre d'États, le cannabis sur prescription est disponible, et pas que sur prescription. Il y a des études récentes qui ont essayé de mettre en évidence, en perspective, la relation entre la consommation de cannabis et l'évolution de la prévalence des pathologies mentales. Et ici, dans cette étude publiée récemment, ils ont regardé les adultes âgés de 18 ans entre 2008 et 2016 pour regarder leur consommation de drogue sur un large échantillon, comme vous pouvez le voir. Et on voit que la consommation quotidienne de cannabis dans cette population est plus fréquente chez les individus avec des désordres psychiques. Encore une fois, ce sont des patients qui sont plus consommateurs, mais il y a aussi une consommation chez les patients sans désordre psychique. Et ce qu'on constate dans cette étude, sans qu'on puisse dire s'il y a une relation causale entre pathologie mentale et consommation de cannabis, c'est que, à la fois, comme vous le voyez sur ce graphique ici, je ne sais pas si on voit la souris, le pointeur. On voit une poule, oui. Ben, regardez bien là à côté de la poule, pardon. Voilà. On ne voit pas mon pointeur. Peu importe. Vous voyez bien ce graphique et vous voyez une courbe évoluer progressivement avec une consommation de cannabis qui augmente progressivement parmi les patients souffrant de troubles mentaux. Mais de la même manière, on a une augmentation dans la population générale. Donc on a une augmentation globale des consommateurs de cannabis, une augmentation au sein des patients souffrant de pathologie mentale, sans qu'on puisse aller plus loin, c'est un indicateur. Alors, en ce qui concerne les données sur la santé mentale, commençons par là, celles qu'on connaissait, moi, ce qu'on m'a appris quand j'étais interne, si je puis dire, un petit peu après, c'est les effets du cannabis sur la santé mentale, et c'est le lien entre cannabis et schizophrénie et troubles psychotiques. La consommation de cannabis a été montrée d'une étude, des premières données, André Hanson, en 1987, vous connaissez cette étude, qui montre qu'il y a une relation, en tout cas, on peut voir qu'il y a une relation dose-effet, une corrélation, est-ce que c'est un lien
en tout cas une association, on va dire, entre la quantité consommée de cannabis et le risque de présenter des symptômes psychotiques dans cette population et de développer une schizophrénie. La précocité la progression de la symptomatologie psychotique est d'autant plus importante que les patients présentaient auparavant des troubles psychiques. C'est-à-dire que, on le voit ici sur le graphique avec la courbe qui monte d'un seul coup à droite, là, vous avez, ce sont des patients ici, complètement à droite, qui ont des symptômes, des prodromes, des symptômes psychotiques qui se mettent à consommer. Et ceux-là, ils ont une expression psychopathologique, schizophrénique plus forte que ceux qui n'expriment pas de symptômes. Donc l'expression psychopathologique d'une schizophrénie chez des consommateurs de cannabis est d'autant plus importante qu'il y avait des prodromes préexistants. Le plus entraîne le plus, si je puis dire, et c'est une notion qu'on doit évidemment avoir en tête. Et puis par ailleurs, évidemment, la consommation de cannabis est à l'origine d'une augmentation du nombre d'hospitalisations, et les patients consommateurs de cannabis et souffrant de schizophrénie sont beaucoup plus souvent hospitalisés que les patients non consommateurs de cannabis et souffrant de schizophrénie. Donc le cannabis a une incidence sur l'évolution de la pathologie mentale, et des articles très récents aussi font l'état des lieux sur la difficulté d'efficacité des traitements antipsychotiques chez les patients souffrant de schizophrénie, fumeurs de cannabis. En dehors de la schizophrénie, d'autres pathologies mentales sont également, on va dire, corrélées, associées à la prise de cannabis. Et on a notamment des données sur les troubles anxieux. Et dans une cohorte qui est la cohorte du NESARC, Feingold et collaborateurs ont mis en évidence un lien entre une forte consommation de cannabis et des troubles anxieux. C'est-à-dire que les patients qui seraient des forts consommateurs de cannabis auraient plus souvent des troubles anxieux. Ceci dit, si on regarde de façon plus fine et en ajustant, en regardant les variables qui pourraient être associées à cette consommation de cannabis, eh bien ce lien disparaît, c'est-à-dire cette corrélation disparaît. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça que les consommateurs de cannabis soient plus fortement plus fortement des manifestations ou des troubles anxieux que les non-consommateurs. En ce qui concerne l'association cannabis et dépression, c'est peut-être là qu'il faudra regarder de façon plus précise un lien possible entre cannabis et modifications thymiques. Dans cette étude, le graphique que je présente ici, qui est des données de Chalit et collaborateurs, ils ont mis en évidence sur une large population, 6900 sujets, que plus les individus consommaient du cannabis et plus ils le faisaient tôt, notamment dans l'adolescence. Vous avez ici plusieurs étages, si je puis dire, de graphique, et plus c'est haut, plus ce sont des patients jeunes. Et plus les patients sont jeunes, plus ils sont consommateurs de cannabis, et plus ils sont à risque de manifestations thymiques de type dépressive. Cette manifestation thymique de type dépressif est évidemment associée assez fréquemment à un risque suicidaire. C'est le risque majeur, évidemment, de la dépression. Et il a été montré que le risque suicidaire était augmenté chez les hommes déprimés consommateurs de cannabis avec un taux de ratio de 1,90. Ce risque suicidaire ne serait pas augmenté chez les femmes consommatrices de cannabis qui, elles, présenteraient seulement, si je puis dire, des idéations suicidaires et non des risques de passage à l'acte augmentés. Par ailleurs, la consommation de cannabis sur la qualité de vie a un impact sur la qualité de vie. Un certain nombre de sujets présentant des dépressions auraient une altération de leur qualité de vie, d'autant plus qu'ils seraient consommateurs de cannabis. Encore une fois, on voit que les consommateurs de cannabis déprimés ont une moins bonne qualité de vie. Est-ce que c'est la consommation de cannabis qui altère la qualité de vie ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une qualité de vie altérée qu'ils sont consommateurs de cannabis? Évidemment, il faut être prudent quant au sens qu'on peut donner aux choses. Prudent, c'est justement la question quand on veut aborder la relation avec nos patients. Soit on reste binaire et on évoque de façon tout de go en leur disant écoutez, c'est mauvais pour votre santé, il faut absolument arrêter de consommer. Vous avez d'un côté le bon cerveau et d'un autre côté le mauvais cerveau. Rejoignez le bon cerveau et votre maladie ira mieux. Évidemment, ou sinon, on essaie de comprendre la complexité. Et la complexité, c'est que le cannabis, la plante, elle est faite d'un certain nombre de substances et que le rapport à cette plante est complexe. Et qu'un certain nombre de débats peuvent être menés autour de l'amélioration ou l'exacerbation des troubles psychiques associés à la consommation de cannabis, ce qui me permet de citer un excellent article de ma collègue qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici aujourd'hui. Et je vous amène à lire cette discussion où notamment il est question de consommation de cannabis et d'un débat sur les effets positifs et négatifs du cannabis, notamment sur les troubles anxieux, le PTSD en particulier, et les troubles psychotiques, je vais y revenir.
Alors donc comprendre la complexité, c'est qu'en France on a l'habitude, on se met dans un lien très causal. Pourtant je vous rappelle que c'est Bergson, c'est quand même un peu un Français Bergson, qui a enseigné à Clermont-Ferrand au passage d'ailleurs, ça fait un 3e Clermontois pour la journée, c'est pas mal. Bergson nous disait que nous nous posions trop souvent dans des liens de causalité. Et en France, la causalité c'est cannabis donne psychose, donc pour qu'il n'y ait plus de psychose, plus de cannabis. Donc il n'est pas nécessaire de traiter un état psychotique induit par le cannabis. Il faut quand même sortir de ce schéma qui, à mon avis, est une aberration de la compréhension de ce que sont les pathologies mentales et d'un manque de recul. Donc je pense qu'il faut peut-être envisager que la psychose en retour peut influencer la prise de cannabis, mais on peut aussi imaginer qu'entre cannabis et psychose, eh bien, est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité prépsychotique, manifestée par des prodromes, vulnérabilité qui rendrait un enfant, un adolescent, plus favorablement consommateur, en tout cas plus attiré par du cannabis, qui peut-être soulagerait un certain nombre de symptômes et qui a un lien, mais la flèche, elle n'est pas, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, il y a un lien entre cannabis et psychose. Et en retour, évidemment, la psychose favorise, une fois qu'elle est là, la consommation de cannabis avec la prise de substances à visée d'autosoulagement, comme ça a été dit. Alors, il y a des études sur les effets positifs du cannabis sur la santé mentale, les études cliniques. J'ai dit qu'il fallait en faire en France, mais les collègues ne nous ont pas attendus. Alors, si vous regardez sur Trial, c'est que le site officiel des études menées dans le monde sur les médicaments ou les substances, vous trouverez un certain nombre de données concernant l'utilisation du cannabis possible, des études pour traiter des pathologies mentales. Donc vous avez le cannabis qui est fait de plein de composés, THC, cannabidiol, vous avez des cannabis de synthèse, vous avez des cannabidiols, vous avez un certain nombre de choses qui peuvent être utilisées. Je vais revenir là-dessus assez rapidement. Alors d'une part, avant de revenir là-dessus, c'est qu'un élément important, j'ai parlé de pathologie mentale, on va parler des addictions, on va les situer dans les pathologies mentales, en tout cas de façon très intime, si vous le voulez bien. Les effets du cannabis et la crise des opioïdes des USA. Eh bien, ce qu'on a constaté sur une donnée récente, sur une publication de Bradford et des collaborateurs en 2018, ils ont montré que, vous savez, la crise des opioïdes des États-Unis, ils ont fait une analyse des consommations de cannabis dans les États qui avaient légalisé ou même qui avaient mis en place du cannabis à visée thérapeutique, et ils ont montré que les ordonnances de prescription pour tous les opioïdes ont diminué de 2,11 millions par dose et jour dans les États ayant institué une loi sur le cannabis médical, et même de 3,74 millions dans les États où on avait des dispensaires de cannabis médical. Donc une réduction de la consommation d'opioïdes associée à l'usage ou la prescription de cannabis à visée médicale. En ce qui concerne les addictions, donc on a des données qui montraient, d'une part, les endocannabinoïdes sont évidemment impliqués dans l'acquisition et le maintien des comportements addictifs. Le THC soulage des conditions de sevrage et de substitution. C'est Alan Mutney notamment qui a montré cela. Vous voyez sur ces deux schémas que des patients traités par THC ressentent moins les effets d'un sevrage par dronabidol, par exemple, ressentent moins les effets d'un sevrage et moins les effets du craving à l'arrêt du cannabis. Et on a à ce sujet un certain nombre d'études qui ont été menées. Et c'est Marshall et Prudhomme qui ont mené des revues de la littérature sur le sujet, si ça vous intéresse. 3 études qu'on peut citer, Levin et collaborateurs. Là, je vous cite les études randomisées contrôlées, donc des études sérieuses, impact important. Il y a peu de patients, mais en tout cas, elles sont des études solides, en double aveugle. Eh bien, elles montrent que le dronabidol pourrait permettre la diminution des effets de sevrage, comme ça a été fait dans l'étude de Levin, qu'on a également le nabixinol qui a pu montrer des diminutions des effets de sevrage. Globalement, les études ne montrent pas un maintien de l'abstinence ou une réduction du temps de rechute. La rechute est identique pour les patients traités par ces substances que les patients traités par placebo. Donc, le cannabis à visée thérapeutique peut être utilisé pour diminuer les effets de sevrage, mais ne sera pas forcément utile pour ralentir ou diminuer le risque de rechute. En ce qui concerne les troubles anxieux, il y a une revue de Whiting et collaborateurs que je vous recommande sur la question des troubles anxieux et la prescription et les recherches sur les cannabinoïdes. Et il y a un certain nombre d'études. Il y a une seule étude qui est citée par ces auteurs, c'est Bergamaschi et collaborateurs, en 2011, qui ont pris des patients qui présentaient un trouble anxieux généralisé en situation d'exposition au public et qui leur ont montré que dans cette situation d'exposition, la prise de cannabidiol pouvait diminuer l'anxiété ressentie par les patients. Les autres données sur l'anxiété sont des données qui sont dans des études sur la douleur, et on voit un certain effet du cannabis associé dans les traitements de la douleur pour diminuer l'anxiété associée à la douleur. On peut dire que dans les troubles anxieux, le cannabis pourrait avoir un effet positif à court terme. Évidemment, un trouble anxieux important, je le citais tout à l'heure, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Syndrome de stress post-traumatique, hyperréaction de peur
extrêmement aiguë, saturation d'une image mentale qui revient sans arrêt, avec des cauchemars notamment, des émotions très importantes, des données concernant des case reports sur l'utilisation du cannabis dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique, une étude contrôlée de Jetli et collaborateurs en 2015 sur des militaires canadiens qui ont montré une diminution des cauchemars et de l'état clinique des patients qui étaient améliorés sous traitement par Nabilon. Donc l'intérêt de l'utilisation, ce que font même les soldats, ils prennent du cannabis pour diminuer leurs cauchemars et la sidération de peur qui existe de façon régulière pour se soulager. Un certain nombre de données, et dans cette étude, vous voyez une réduction de la CAPS notamment, qui est une échelle d'évaluation du syndrome de stress post-traumatique. Toujours, Whiting et collaborateurs nous proposent des données sur la dépression. Alors sur la dépression, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que le cannabis à forte dose accélérerait des symptômes thymiques. Donc le cannabis n'est pas une bonne voie, si je puis dire, autant cannabidiol que THC, dans le traitement des troubles thymiques. C'est une bonne voie, évidemment, enfin en tout cas c'est une voie avec des données intéressantes dans le traitement des pathologies mentales comme la schizophrénie. Et je reviens et je reboucle sur nos patients qui sont des consommateurs de cannabis. Chez ces patients, dans ces données, on a plusieurs revues de la littérature, un case report historique dans les années 90 qui montre l'intérêt de l'utilisation de ce type de traitement chez un patient souffrant de schizophrénie, des études en double aveugle et une récente, publiée en 2018 par McGeer et collaborateurs, chez des patients souffrant de schizophrénie en thérapie add-on, ça veut dire qu'on a rajouté, aux patients qui souffraient de schizophrénie du cannabidiol à leur traitement habituel. Et on a montré qu'on avait une amélioration à la PANSS. La PANSS, c'est quoi? C'est une échelle de schizophrénie qui montre les symptômes de la schizophrénie, qu'ils soient généraux ou négatifs ou positifs. Et ça a montré une réduction de ces symptômes grâce à l'ajout chez ces patients de cannabidiol versus placebo. Donc l'intérêt de l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique chez les patients souffrant de schizophrénie. Il y a des évidences sur l'hypothèse éthiopathogénique. On n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, évidemment, de l'intérêt, et notamment en particulier du cannabidiol dans le traitement de la schizophrénie. Il y a des études là-dessus, notamment par le fait que le cannabidiol, ce n'est pas tant son effet sur le récepteur CB1, CB2, enfin CB1 au niveau du système nerveux central que vous connaissez, qui sont les lieux électifs d'action du cannabis dans le cerveau, mais c'est plutôt pour des actions sur la recapture de l'anandamine, et notamment sur des aspects de ligand qu'aurait le cannabidiol sur les récepteurs 5-HT1A et 5-HT2A, et on sait l'implication de ces récepteurs dans l'éthiopathogénie supposée de la schizophrénie. Et c'est déjà Jardy et collaborateurs qui avaient été à l'origine du premier case report, qui vont proposer en 2012 l'idée que l'augmentation de l'anandamide pouvait être favoriser l'augmentation de l'activité glutamatergique au niveau du cortex préfrontal, ralentir un freinage GABAergique au niveau sous-cortical pour évidemment rebalancer. Vous savez, la schizophrénie, c'est une maladie cortico-sous-corticale où le cortex s'épuise et c'est le sous-cortex qui finalement prend le dessus. Et là, on renverse du fait de cet accident du cannabidiol, on renforce l'effet cortical où les patients peuvent de nouveau reprendre le dessus. Alors, je vais terminer. L'idée pour nos patients, c'est comment on les accompagne. Poursuivre, réduire ou arrêter. Alors, pourquoi changer? Si on fait une petite liste des produits que prennent nos patients, on a souvent un certain nombre d'éléments qui font que les patients vont changer ou pas. Alors, la contrainte légale ou familiale fait que les patients sous héroïne ou cocaïne vont plutôt avoir tendance à changer, sous l'alcool aussi. Sur le cannabis, un petit peu aussi, mais peut-être moins que cocaïne et héroïne. La difficulté d'accès à la substance fait que les patients peuvent changer plus facilement et peuvent réduire ou arrêter, ce qui n'est pas évidemment tout à fait le cas dans le cas du cannabis. La difficulté avec certains symptômes, l'effet parano, les symptômes de sevrage qui sont particulièrement marqués, notamment avec les opiacés ou avec la cocaïne, la descente de cocaïne, sont des symptômes qui vont peut-être amener le patient à se dire à un moment donné, il faut que je change parce que c'est trop difficile. Et le cannabis, c'est moins vrai, c'est tellement présent, ils en prennent, et l'effet de sevrage, il est quand ils décident d'arrêter, justement. Et donc là, ils sont un peu présents, mais moins présents qu'avec les autres substances. Et puis la motivation au changement, et on sait bien que dans le cannabis, je n'ai pas présenté ici, on a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a un ralentissement des aspects motivationnels sous prise de cannabis. De ce fait-là, effectivement, nos patients, souffrant de schizophrénie notamment, auront plus de mal peut-être à changer, à arrêter. Mais faut-il qu'ils changent? C'est pas, puisque évidemment il y a un apport, un autosoulagement de ces substances, et peut-être il faudrait arriver à avoir un bon apport, une bonne dose de cannabidiol versus THC pour ces patients. Et pour conclure, pour terminer, il y a des recommandations qu'on peut faire. Évidemment, la recommandation, c'est amener nos patients dans une logique de réduction de risque à
peut être moins consommer, ne pas consommer quand ce sont des populations qui présentent des prodromes de pathologie mentale, les aider à réduire leur consommation en les accompagnant, et que des patients avec des pathologies mentales débutants sont des patients plus à risque, évidemment, à développer une addiction et plus à risque à développer un pronostic péjoratif de leur pathologie. Et pour ça, eh bien, évidemment, il faut mettre en place des soins intégrés et surtout coordonnés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brousse, pour cette présentation très riche en données cliniques et qui s'articule parfaitement avec ce qui suit, c'est-à-dire la présentation de Margaret Hannay, recherche contrôlée contre placebo sur le cannabinoïde médical et ses constituants. Donc c'est une parfaite articulation. Merci. Super. Je suis désolée. I'm going to speak in English now. I'll be the only one. Je suis la seule ici, mais je vais parler anglais, je ne peux pas parler français. Je voudrais vous parler de certaines des définitions de politique sur le cannabis. Donc, j'espère être cohérente. J'ai compris 80%. Donc, j'espère que cela va être cohérent. Il y a 4 études que nous avons faites, des études de placebo pour donc la douleur expérientielle, le trouble compulsif obsessif et la neuropathie. Donc c'est une plante qui est complexe. Elle a donc des terpènes et des flavonoïdes qui n'ont pas d'effet, mais on peut qu'ils peuvent influencer les cannabinoïdes. Delta 9 tétrahydrocannabinol est responsable de la plupart des intoxications par cannabis. Il y a beaucoup d'effets médicaux. Ce n'est pas une intoxication, donc c'est plutôt dans le cannabis récréationnel. Donc ce sont il y a du THC donc, qui est synthétique. On l'utilise pour l'anorexie, pour les nausées, donc avec les vomissements, avec la chimiothérapie et avec le sida. Et il y a aussi l'extrait de la plante du cannabis. Je voudrais remercier les personnes, ce que sont les endocannabinoïdes, parce que les endocannabinoïdes sont une approche très intéressante que l'on peut utiliser pour l'usage médical. Maintenant, nous pensons à 2AG. On bloque leur dégradation. Et il y a aussi des effets potentiels. Si vous bloquez ces enzymes, vous pouvez donc augmenter les niveaux d'endocannabinoïdes dans le cerveau. Il y a un article de Suède qui dit qu'on peut aussi réduire donc la crainte, la peur. Donc cela est très intéressant. Donc il y a aussi l'inhibition de la faim, donc réduit aussi les signes de sevrage cannabinoïde dans les êtres humains. Les États-Unis donc a une approche tout à fait folle. La Californie était le premier État qui a légalisé le cannabis. Et
dans tout le pays, c'est illégal, mais l'État de Californie est un peu rebelle. Ils ont légalisé le cannabis médical. Et voilà où nous en sommes en 2019. Maintenant, il y a beaucoup d'États qui ont légalisé donc, le cannabis récréationnel, d'autres médical, mais cela varie entre les États. Et tous ces changements n'ont aucune contribution scientifique. Il y a eu un vacuum scientifique. Donc, nous savons ce que nous travaillons, nous savons quelle est la disponibilité et nous savons quelles sont les doses lorsque nous cherchons une médication. Et c'est une histoire complexe parce qu'il y a différents ratios, donc DHC et de CBD, et cela n'est pas très bien contrôlé. Donc pour faire les études, nous devons prouver pourquoi ils peuvent être utiles. Nous avons besoin de savoir la composition, mais ces études sont presque impossibles à faire. La légalisation du cannabis n'étant pas les études. J'ai étudié le cannabis pendant 10 ans et mon travail n'a pas été plus facile. Daniel Piomeli vit en Californie. Il dit les adultes maintenant peuvent posséder 28,5 grammes de cannabis. Cela veut dire que tout le monde en Californie peut utiliser le cannabis, sauf les scientifiques qui veulent l'étudier sans le fumer. Donc, on ne peut pas l'acheter pour l'étudier. Le seul endroit, la seule source pour les scientifiques, c'est dans l'État du Mississippi. Donc, c'est la seule source pour les chercheurs. Aux États-Unis, c'est cette classification. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'addiction, mais fédéralement, on considère que c'est un médicament qui est dangereux. Donc, on peut avoir simplement le cannabis de cette source, et c'est très compliqué. Je dois l'avoir dans une pièce fermée, donc je dois prendre ce qui reste dans la cigarette dans cet endroit. C'est stocké comme si c'était de l'héroïne. Le problème, c'est avec cette classification, nous ne pouvons pas faire les études qui sont nécessaires, qui sont des études contrôlées de placebo. Parce qu'on peut seulement avoir le cannabis dans les laboratoires. Et je crois que cela rend très difficile les choses. Donc, ce n'est pas testé sur le point de vue pharmaceutique, et il n'a pas en plus des standards comme l'alcool. Donc, personne ne fait le suivi parce que ce n'est pas légal si vous l'achetez par Internet. Donc, c'est le bénéfice médical, c'est un peu suit un peu le marché. Moi, je crois au potentiel pour certaines indications, mais c'est très déconcertant. Donc, on voit des personnes qui font de l'argent avec le cannabis. Mais c'est une époque très intéressante pour utiliser le cannabis. Et si je pouvais faire les révisions qui ont été faites, on voit jusqu'à la synapsis, jusqu'à l'épidémiologie. Donc, on voit tout ce que l'on a vu. Donc, cela joue un rôle très important dans le développement du cerveau. Mais je vais maintenant
vous montrer ce que nous faisons maintenant. Cela peut donc vous pouvez maintenant aussi acheter du cannabinoïde pour votre chien, donc cela peut guérir beaucoup de choses. Et lorsque vous voyez toutes les indications pour lesquelles on a approuvé, donc il y a 51 indications qui varient entre les États. Au New Jersey, vous pouvez traiter l'anxiété. Et donc, à New York, c'est pour la douleur. Donc, imaginez un peu ce qui se passerait donc pour d'autres choses. Donc, les gens votent. Cela n'est pas basé sur des données. Quel autre médicament traite toutes les maladies? Évidemment, nous avons besoin de preuves. L'Académie nationale des sciences a fait une révision globale de la littérature. Quelles sont les études qui ont été faites? Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que nous pouvons conclure maintenant, étant donné les contraintes que j'ai expliquées pour faire de bonnes études sur le cannabis? Donc, on voit un peu les effets pour la santé. Et il y a des preuves. Les cannabis et les cannabinoïdes sont efficaces pour les vomissements et les nausées provoqués par la chimiothérapie, donc la spasticité, donc indiquée par les patients, et la douleur chronique. Et ici, dans votre présentation, donc je crois que c'est cohérent avec ce que la France a approuvé comme soins palliatifs. Je voudrais décrire rapidement les études que nous avons faites dans notre laboratoire, parce que j'ai toutes les régulations, donc le placebo et le cannabis. Je crois que je peux donc aborder les questions de façon très contrôlée. Donc il y a 4 groupes et la neuropathie donc provoquée par le taxane, le taxol. Donc ici, lorsque nous avons fait cette étude, c'était anecdotique. On disait que le dronabinol ne fonctionnait pas, qu'il fallait fumer du cannabis. Ce n'était pas basé sur des données. Je voulais savoir si cela était vrai. Nous avons fait une étude pour voir la tolérabilité, l'efficacité du cannabis fumé et du dronabinol oral dans des participants avec le VIH. Et on a pu ainsi donc les comparer. On a pu voir quels étaient les effets attendus. Nous avons pu la topographie donc de l'alimentation, le poids corporel, l'humeur, les mesures de la maltraitance, le sommeil, la performance cognitive, le taux cardiaque, le rythme cardiaque et la pression sanguine. Nous avons fait tous les jours, donc il y avait des personnes qui fumaient 4 fois par jour et prenaient des comprimés. Et la plupart du temps, c'était des placebos pour les 4 premiers jours en laboratoire. Il avait le cannabis, le placebo et les comprimés. Donc ici, on peut avoir une idée. Ils fumaient, donc ils recevaient le dronabinol et il y en avait un seul qui était actif. Ensuite, nous avons changé donc la dose de dronabinol et j'ai donné le dronabinol 1 heure avant le cannabis. Ils pouvaient penser que c'était le cannabis leur était administré. Nous avons fait tout cela et pendant 16 jours. Donc ici, nous avons donc la consommation de calories. Et vous voyez, donc, ils ont
il consommait donc 2000 calories. Ici, nous avons deux doses différentes. On voit donc cette consommation qui a augmenté. Et ensuite, c'est quand le cannabis était actif. Donc, le dronabinol dépend beaucoup de la dose ainsi que le cannabis. Nous avons vu quels étaient les effets. Les effets donc, de la toxicomanie. Donc ici, on avait les gens qui prenaient des capsules placebo. Ils fumaient aussi du cannabis. Et nous avons sur une échelle, 30 avaient donc un bon effet de la drogue. Ils ne savaient pas s'ils avaient un composant actif. Nous avons vu donc une augmentation importante. Donc ici, la consommation d'aliments et le VIH. Donc le cannabis et le dronabinol augmentaient la consommation de calories, mais il n'y a pas de preuves sur la détresse GI. On peut voir quels sont les effets pharmacologiques. Les gens fument et il y a un bon effet placebo. Et nous avons besoin de davantage d'études de contrôle. Ensuite, on a fait une étude avec Ziva Cooper parce que la douleur est l'une des premières raisons pour lesquelles les gens cherchent le cannabis. Donc, on a fait ce contrôle double aveugle et la durée des effets analgésiques du cannabis fumé et du dronabinol, donc chez les hommes et les femmes qui fumaient du cannabis. Et nous avons fait donc, on a vu donc ceux qui avaient de la douleur. Et il y avait différents niveaux. Donc, il y avait des participants qui mettaient leurs mains dans de l'eau très froide. Et ils disaient donc quand est-ce qu'ils sentaient de la douleur. C'est une mesure du seuil de la tolérance et de la douleur. Ici, on voit donc l'effet du cannabis, donc en ce qui concerne le seuil de la douleur. Ici, nous avons le niveau le plus faible envers le plus élevé. Et avec le dronabinol, donc c'est exactement la même chose, mais cela prend davantage de temps à se manifester. Comme j'ai dit, les deux avaient une dimension comparable, mais seulement on avait donc cet effet induit par la consommation. Mais cela n'a rien à voir. Donc, fumer permet d'avoir davantage d'euphorie. Et on s'est demandé, est-ce que le cannabis produit donc des effets analgésiques qui ont à voir avec la toxicomanie dans ce modèle de laboratoire. Et que fait le cannabis en combinaison avec les opioïdes? Chaque jour, ils viennent et ils consomment du placebo ou du cannabis. Donc, ils ont expérimenté toutes ces conditions. 2,5, c'est thérapeutique. Avec 5, on voit quelque chose. Mais nous voulions savoir donc qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les doses en combinaison. Donc ici, nous avons le placebo en rose. On a le oxy tout seul.
le cannabis tout seul et quand on les combine, on voit donc une analgésie importante. Avec une dose plus élevée, il y avait une analgésie donc, et le cannabis tendait à la diminuer. Lorsque vous voyez donc les effets subjectifs, aussi on voit la différence. Donc le cannabis seul réduit la douleur expérimentale et augmente les effets analgésiques des doses sous-thérapeutiques de l'oxycontin. Donc ici, nous sommes en train de pousser tout cela donc, pour voir les ratios. Je vais vous parler aussi d'une des maladies psychiatriques. Les agonistes de CB1 et les inhibiteurs de FA facilitent l'apprentissage de la suppression de la peur. Nous avons fait donc avec le Nabilon. On l'a maintenu pendant 4 semaines. On aurait pu donner du Nabilon tout seul ou bien combiner avec l'exposition et la thérapie de prévention à la réponse. Donc, vous pouvez réduire les symptômes de façon significative si vous donnez une thérapie d'exposition. Donc, ils peuvent diminuer cette réponse. Est-ce que on peut donc on a comparé donc ces personnes qui avaient l'exposition toute seule et nous avons trouvé qu'il y avait une amélioration importante. Ici, le Nabilon tout seul ne fonctionnait pas. Donc cela ne facilite pas le cannabis, n'améliore pas les symptômes de l'OCD. Normalement, cela fonctionne au bout de 8 semaines. Mais vous voyez donc un effet maximum. Ici, lorsque vous donnez donc cette thérapie d'exposition, ici, on peut l'accélérer donc en 4 semaines. Ensuite, nous avons fait une étude. Donc, il y avait sur les symptômes, c'était une autre question. Les gens donc sont venus plusieurs fois. Ils ont signé donc du cannabis, le placebo, c'était du HCB, donc avec beaucoup de CBD. Ici, nous n'avons vu aucun effet sur les symptômes répliqués. En fait, nous avons vu que les gens qui étaient... Ici, c'est difficile, mais pendant la journée, donc après avoir fumé avec le placebo, les taux d'angoisse, d'anxiété diminuaient. Mais ceux qui avaient fumé du THC, on pense que c'est un anxiolyte, mais cela dépend beaucoup de la maladie. Donc, il y a des effets psychotropiques sur le diagnostic. Beaucoup de gens, même à faible dose, cela peut produire de l'anxiété. Donc, il n'y avait aucun effet anxiolytique. Ici, c'est une étude que nous venons de commencer. Donc, c'est la douleur provoquée par le taxane. C'est quelque chose qui se passe dans plus de 65% des patients traités pour un cancer du sein. Donc, ils ont beaucoup de problèmes avec cette thérapie. Et le CBD, le THC ou la combinaison peuvent empêcher donc la douleur périphérique. Si vous leur donnez aussi
la neuropathie ne se développe pas. Mais parce que les personnes qui n'étaient pas traitées, on leur donnait du CBD ou des HD, la pathologie était considérablement réduite. Nous avons fait beaucoup de travail. Nous avons dessiné, donc nous avons conçu donc cet essai clinique. La FDA aime ce produit parce que il a été bien préparé et il a été essayé de façon efficace. Donc, je crois que ce sera l'une des premières études de contrôle. Bon, il fait chaud et il est tard. Donc, je vais essayer de finir. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour le cannabis médical. Nous l'avons vu pour la consommation d'aliments. Mais nous sommes encore au début de l'usage thérapeutique du cannabis et des cannabinoïdes. Le placebo, donc inhaler une substance psychoactive pour guérir toute une série de douleurs, a la probabilité de produire un effet placebo puissant. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi des différences. Les femmes manifestent moins d'analgésie, mais par contre plus d'effets liés à la toxicomanie. Bon, ici c'est en gris, mais la commercialisation de ces bénéfices médicaux du cannabis devrait être revue avec un scepticisme plus sain. Donc, il faut que nous devons ouvrir l'opportunité d'ouvrir le cannabis et les cannabinoïdes. Il faudrait que nous ayons des données. Nous avons besoin de davantage d'outils. Et cela est important. Il y a beaucoup de choses ici à explorer. Voilà. Je remercie mes collègues et je remercie Naïda. Merci. Thank you, Dr. Hane. So, les différentes présentations sont maintenant ouvertes à la discussion. Merci bien. Donc, dans l'ordre, nous avons eu le plaisir d'écouter Marie-Geoffrey-Roustide, ensuite Nicolas Authier, Georges Brousse, et puis pour finir, Margaret Hane. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Il y a un micro qui circule. Il y a un monsieur qui a levé la main, au fond. Présentez-vous avant de poser la question ou bien l'observation. Merci bien. Je ne parle pas bien français, so my question is going to be in English, of course. Thank you very much. Merci, Dr. Heinz, pour votre présentation. Donc, je travaille avec les toxicomanes adolescents. Il y a des commentaires qui sont intéressants pour l'OCDE. Est-ce que, pour l'OCDE, est-ce qu'on pourrait attribuer les résultats au fait que les gens n'ont plus d'inhibition? C'est la même chose. Ils ont moins de compulsions et obsessions. Cela pourrait être l'une des options, je crois. S'il vous plaît, micro. Très bien. Je suis content de l'entendre parce que quand je reviendrai chez moi et je travaille avec des adolescents, ils disent que cela fonctionne pour le trouble compulsif obsessif. Est-ce que je ne suis pas spécialiste de la douleur?
La question, c'est comment est-ce qu'on gère la douleur chronique et toutes ces douleurs. Je pense que vous l'avez mentionné. Je ne sais pas si vous avez des données lorsque vous avez comparé le cannabis au dodropinol. Parfois, il est plus important d'étudier quelle est la durée de son effet. Lorsque je vais voir mon médecin, je dis oui, j'ai un glaucome et je vais commencer à fumer de l'herbe. Donc vous aurez besoin d'un traitement sur le long terme. Micro, s'il vous plaît, on ne peut pas répondre, on ne peut pas traduire, pardon, la réponse. Ok. Sorry. Non. La question, quels sont les effets, donc les effets sur la douleur. Et c'est une très bonne étude. Dans mon étude, j'ai vu un modèle. Nous n'avons pas étudié une population atteinte de douleur. Ce sont des questions difficiles. Nous espérons que les études qui seront faites sur les douleurs neuropathiques nous donneront davantage de détails. Thank you. On a related. Il y a beaucoup de bruit, donc se relever les niveaux de THC, donc pour avoir ces concentrations constantes. Est-ce que vous avez une période où vous pourriez maintenir ces niveaux, ces taux plasmatiques? Et la deuxième question. So you said that there was noise about building. Yeah. Donc, il a dit qu'il y a la rumeur d'augmenter les niveaux de CBD. Nous, on est en train d'étudier les effets aigus du CBD. Et c'est intéressant, avec les effets du CBD fumé. Pour le CBD oral, il n'y a pas tellement d'effets, mais vraiment pour le CBD qui est fumé, oui. Et il y a un effet qui est assez intéressant. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que au niveau des études que l'on fait, eh bien, c'est vrai que c'est limité parce que, bon, il n'y a pas non plus trop de durée de vie de ce CBD. Si, madame. Allez-y d'abord. Il y a le monsieur qui... Bien sûr, je suis psychiatre praticien hospitalier à Lyon et président du GREC, qui est une association donc, qui milite pour qu'on puisse diffuser les dimensions, enfin les essais cliniques sur le cannabis, et particulièrement en psychiatrie. Donc ma question s'adresse essentiellement à mes trois confrères, Amine Bediamina, Georges Brousse et Nicolas Autier. Est-ce que tous les trois, vous êtes praticiens hospitaliers, vous êtes professeurs? Est-ce que vous avez une stratégie pour obtenir de notre gouvernement la possibilité de faire des essais cliniques en psychiatrie? J'étais particulièrement intéressé et touché, enfin en tant que confrère, par les propos de Georges Brousse, qui nous dit effectivement, nos patients psychiatriques sont toujours la dernière roue du carrosse. La stratégie... alors là, je prends ma casquette du président de la Fédération française d'addictologie et accessoirement chercheur dans le domaine. Depuis que j'ai découvert les possibilités du cannabis thérapeutique, ça fait quelques années, et évidemment, la science répliquée montre que c'est un produit c'est une molécule qui est diabolisée, forcément, qui a un statut particulier dans la vox populi et l'imaginaire collectif, et que c'est très souvent cet aspect et qui emporte l'adhésion et les décisions politiques, parce que c'est une décision politique, hein, c'est pas une décision scientifique. Si elle était scientifique, ça fait longtemps qu'on le prescrirait et qu'on soulagerait et que peut-être on explorerait des territoires nouveaux. Je pense qu'il faut répéter et de manière claire ce que vous faites dans le GREC, les éléments évidents, la science, la vraie, est répliquée, telle qu'on a vu, telle que Georges a montré dans sa revue littérature. Il y en a d'autres évidemment.
et faire du lobbying. Ce n'est pas un gros mot quand il s'agit du lobbying vertueux. Faire du lobbying auprès des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, et demander des RTU, le plus qu'on peut. Évidemment, on en demande 10 fois, on est refusé 9 fois. Pas plus tard que il y a 2 semaines, on a demandé pour un patient qui a un état dépressif gravissime, sévère, mélancolique, qui ne répond qu'au cannabis. Et d'ailleurs, j'ai envoyé à mon collègue en face l'analyse de l'échantillon pour voir quel type de cannabis il consomme. Il n'y a pas 50 possibilités. Et puis, je pense, et là, je le dis parce que Michel Reynaud est dans la salle, il faut faire monter, il faut aider les patients et les patients à s'exprimer. Je pense que c'est extrêmement important. On est dans un pays démocrate, il faut faire pencher la balance par le nombre et par la prise de position. Il n'y a pas 50 possibilités. Hein. C'est un rapport de force vertueux qu'il faut établir. C'est mon sentiment. Ma remarque générale sur cette conférence, c'est que ça ouvre des perspectives pour l'industrie pharmaceutique qui sont sans commune mesure. Évidemment. Hein, ça va être un job fantastique pour l'industrie pharmaceutique, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est eux qui vont faire marcher la pompe à fric, comme on dit. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement beaucoup de cannabinoïdes de synthèse qui vont être mis sur le marché. Par conséquent, la pression sur les pouvoirs publics va devenir considérable, c'est évident. Et donc, il faudra bien qu'ils prennent en compte ce problème. Ça n'a rien à voir avec le cannabis. Bien sûr. Avec les garde-fous nécessaires dans ces cas-là. Mado, peut-être ? Présente-toi. Oui, donc je suis Mado Gilanton, je suis présidente de l'association apaisée, la syringomyélie et le chiari. J'étais avec bonheur vu que la syringomyélie a été citée dans les pathologies soulagées par le cannabis selon certaines des publications américaines. Donc ce sont 2 maladies particulièrement douloureuses et on a été on a fait beaucoup de lobbying depuis 5 ans pour que le cannabis thérapeutique, à visée thérapeutique, soit au moins étudié en France. Dans la douleur, je vous console, on n'a pas beaucoup plus dans la douleur que dans la psychiatrie en ce qui concerne les recherches. Ce que vient de dire M. Roch est important, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas confondre cannabis synthétique et cannabis médical plante, parce que les effets, en tout cas vu des patients, sont complètement différents. Autant on a eu en ATU le dronabinol, en France on en a ATU depuis au moins plus de 12 ans, il y a eu 300 cas de sans grand succès pour la plupart des patients, et ces patients-là, en passant sur la plante, ont des résultats. Alors, est-ce que c'est un effet placebo? Je ne sais pas. Moi, j'ai arrêté 600 mg de Lyrica, 600 mg de Tramadol, 50 mg de Laroxyl avec du cannabis. Alors, c'est peut-être un effet placebo, je veux bien croire, mais malheureusement, les effets sont là. Donc, ce qui compte, c'est que ça marche. Et c'est vrai qu'il va y avoir une ouverture sur les indications de l'industrie pharmaceutique. On le voit bien depuis l'été, le dronabinol a eu 5 ou 6 articles. Oui. On n'entendait pas parler depuis 15 ans. Et puis tout d'un coup, il revient. Donc effectivement, il y a de l'argent à faire. Et du coup, le laboratoire qui fait le dronabinol, je ne sais même plus qui c'est, recommunique. Mais ça n'est pas ça que les patients veulent. Les patients, ce qu'ils veulent, c'est des études sur des produits avec des titrations, ce qui a été prévu dans l'expérimentation, et avec des ratios différents. Parce que de quoi on parle quand on parle de cannabis? Est-ce qu'on parle de CBD? Est-ce qu'on parle de THC? Est-ce qu'on parle de CBD THC? Est-ce qu'on parle de pleine fleur? Est-ce qu'on parle d'isola? C'est tout ça la question. Et tout ça, c'est aussi différent que de comparer un antihypertenseur à un autre. Je veux dire, il y a tout un panel. Et effectivement, peut-être que les cannabis qui devront être explorés en psychiatrie ne seront peut-être pas les mêmes que ceux qui sont explorés dans la douleur ou dans la spasticité. D'ailleurs, nous, on s'en rend bien compte. Quand les forts dosages de THC, CBD, alors je suis complètement d'accord avec M. Autier quand il dit qu'il y a un marché bien net sur le CBD où il n'y a rien, c'est de l'huile d'olive avec 3 gouttes de flavonoïdes qui donnent une odeur, et ça crée du tort au cannabis parce qu'on dit c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc, mais il y a un marché, voilà. Merci bien. On arrive à... C'est vrai qu'on a laissé la place aux orateurs, notamment nos collègues qui viennent des États-Unis. On arrive à 19h, peut-être un mot de conclure pour dire simplement qu'il y a 10-15 ans, lorsqu'on parlait de cannabis, on ne parlait que de la psychose cannabique. On voit qu'il y a une évolution parmi les cliniciens.
auprès de la population, on voit la plupart des sondages montrent clairement un effet qui n'est pas un effet repoussoir. Comme toujours, les Français sont en avance sur les pouvoirs politiques. Hein. C'est toujours comme ça, parce que il ne faut pas se tromper. La décision sera politique. Ce n'est pas l'ANSM, ce n'est pas la HAS, c'est la ministre, c'est le Premier ministre, c'est le Président de la République. C'est ça. C'est rien d'autre. Hein. C'est comme pour l'alcool. Ça sera probablement ce type de décision. Eh ben, ils vont tâter l'audimat, et je pense que l'audimat est plutôt positif. Et il faut, en revanche, maintenir un cadre rigoureux, à la fois pour les études et surtout ne pas rentrer dans les écueils de l'industrie pharmaceutique, il en existe, pour les médicaments, et ne pas rentrer aussi dans ce que fait un produit que l'on connaît au niveau des décisions politiques, comme l'alcool. Donc moi, je reste très vigilant vis-à-vis de l'effet extraordinairement pompe-Afrique du cannabis aussi. Il faut être très vigilant. Voilà, ben écoutez, j'ai pris la parole de manière autoritaire. On va l'arrêter tout de suite. Merci bien. Merci à tous.